On va revenir maintenant sur votre travail parlementaire parce que vous vous êtes positionné sur un certain nombre de dossiers. Je voudrais d'abord commencer par l'actualité du jour. Alors, on enregistre cette émission le matin, hein, donc on n'a pas encore le détail des mesures qui seront présentées dans la loi de lutte contre le harcèlement. En ce moment, on voit la parole qui se libère et c'est un vrai problème. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État qui est chargée de ces questions en égalité femmes-hommes, est très proactive sur le dossier. Vous allez soutenir, j'imagine, en tant que parlementaire, toutes les mesures. On parle notamment, alors on n'a pas encore le détail de ce que je vous disais, mais voilà, de la possibilité de mettre des amendes directement dans la rue, notamment en équipant les policiers de tablettes tactiles pour pouvoir verbaliser immédiatement. J'imagine que ce sont des dossiers qui vous touchent. Tout à fait. Le but est de pouvoir renforcer les sanctions. C'est vrai qu'on a vu l'actualité. Je trouve dommage qu'on ait besoin d'attendre qu'il y ait un sujet d'actualité sur le harcèlement pour pouvoir réagir d'un point de vue législatif. Je crois que c'est quelque chose qui aurait dû être travaillé dans la sérénité, parce que ce problème, on le connaît depuis longtemps. Et dans tous les milieux, on a parlé du cinéma, mais on pourrait très bien parler du travail, des entreprises, on pourrait parler du milieu politique, comme on pourrait parler de cet harcèlement de rue qui est quotidien pour un certain nombre de nos concitoyennes. Et parfois aussi pour un certain nombre de nos concitoyens, car effectivement, si les femmes sont les premières victimes du harcèlement, il arrive aussi que des hommes puissent l'être. Et je crois que c'est important de pouvoir être rassemblés au-delà des partis politiques, au-delà des clivages, sur ces sujets qui sont des sujets qui touchent un bon nombre de nos concitoyens. Alors, on sort d'une séquence assez intense au niveau du travail parlementaire. Oui. On a plus ou moins débattu des ordonnances, on a débattu du budget aussi, on va revenir sur cette question. Je voudrais qu'on parle de la loi antiterroriste qui a été définitivement adoptée, votée par le Parlement, par d'abord l'Assemblée nationale et ensuite le Sénat. Vous êtes intervenu sur la question en réclamant un certain nombre d'amendements, notamment celui de la reconnaissance faciale. Vous avez également demandé une commission d'enquête sur le 14 juillet. C'est une priorité pour votre travail de parlementaire, ces questions de sécurité, parce qu'on a été touché ici dans les Alpes-Maritimes, et pas seulement, oui. Parce que c'est un problème européen et même mondial. Oui, tout à fait. C'était déjà un sujet que j'avais porté lors de mon premier mandat, lorsque j'ai été élue députée l'an passé. À l'époque, les attentats du 14 juillet n'avaient pas encore eu lieu. Et déjà, à cette époque, j'avais voulu faire de la sécurité une de mes priorités. Il s'est passé cet événement tragique. Et effectivement, j'ai demandé qu'on puisse créer une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, m'a répondu en m'expliquant qu'une enquête avait déjà lieu, une enquête judiciaire, et que donc pour éviter de perturber les travaux de la justice et de la police, il ne pouvait donner droit à ma demande aujourd'hui, mais que lorsque cette enquête judiciaire serait close, alors nous pourrions envisager de mettre en place une enquête parlementaire. Dans quel but? Quel est l'intérêt, en fait, selon vous, de cette commission parlementaire? Cette commission, elle a un but très simple. On l'a vu au lendemain des attentats, des polémiques extrêmement fournies ont eu lieu, et je crois qu'il était important de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à ce qui s'était passé, même si évidemment la douleur et la souffrance des familles des victimes restera vive encore longtemps et certainement à vie. Mais il était important de pouvoir prendre un peu de recul pour pouvoir prendre la mesure des défauts qui avaient pu être mis en avant à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu attendre quelques mois avant de déposer ma demande de commission d'enquête. Aujourd'hui, je crois que nous sommes davantage en mesure, chacun, l'État, les collectivités, les services de police, les services de justice, pour pouvoir travailler ensemble et essayer de mettre la lumière sur ce qui a dysfonctionné ce jour-là et peut-être éviter à terme. Je ne dis pas qu'on y arrivera, car malheureusement, on n'a jamais la certitude qu'un attentat puisse être évité. Mais en tout cas, mettre en lumière les dysfonctionnements pour éviter que ce genre d'événement puisse de nouveau se reproduire. Donc, les dysfonctionnements politiques, les dysfonctionnements dans les services de sécurité, les dysfonctionnements voilà, dans l'appréhension, j'allais dire, du phénomène. Ce sont des dysfonctionnements au niveau des services de sécurité concernant la prévention de ces risques. Également un défaut de communication. On le voit bien, un attentat a été déjoué sur le carnaval de Nice. Il y a maintenant, je crois, 2 ou 3 ans de ça. À l'époque, la ville de Nice n'avait pas été informée. Je crois que ça traduit une difficulté réelle de communication entre les différents services. Les maires doivent pouvoir être les premiers associés
aux prises de décision concernant la lutte contre le terrorisme et contre les attentats. Pour une raison simple, ils sont les premiers sur le terrain. Ils sont les premiers auxquels on demande de mettre en place des aménagements sur le terrain. On leur demande de sécuriser les lieux publics. On leur demande de mettre en place des caméras de vidéoprotection, d'être en lien avec la police, de pouvoir fournir les éléments à la police et à la justice. Je crois qu'aujourd'hui, les maires doivent être les premiers acteurs de la sécurité. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'avais porté un certain nombre d'amendements. Vous avez parlé de la reconnaissance faciale. J'ai déposé aussi des amendements concernant les maires pour qu'ils puissent avoir connaissance notamment des individus fichiers S résidant sur leur commune. J'ai demandé également l'élargissement des fonctions et prérogatives des policiers municipaux, qu'ils puissent intervenir dans les écoles également, qu'ils puissent avoir un certain nombre d'informations à leur disposition pour que chacun puisse être acteur de cette problématique qu'est le terrorisme. Alors, j'entendais un certain nombre de mes collègues expliquer qu'il fallait rester dans l'état d'urgence. Mais la vérité aujourd'hui, c'est que la menace terroriste, elle est devenue pérenne. On ne peut pas continuer à combattre le terrorisme avec l'état d'urgence qui, lui, n'a qu'une vocation temporaire. Il a fallu intégrer dans le droit commun un certain nombre de dispositifs, car la lutte contre le terrorisme, elle ne va pas se régler en 3 mois, en 6 mois, en 1 an ou en 2 ans. La lutte contre le terrorisme, c'est devenu un fléau majeur dans notre pays, en Europe et partout dans le monde, et il faut absolument pouvoir adapter notre état de droit à ce nouveau fléau. La reconnaissance faciale, je reste sur le sujet. Vous considérez encore aujourd'hui qu'il faut que Gérard Collomb évolue oui, sur cette question? Tout à fait. Et d'ailleurs, la réponse qui m'a été apportée lors de la présentation... Il y a un dispositif qui existe à Nice, enfin, qui a été testé, hein, qui n'est pas utilisé, je précise, mais qui est opérationnel. Exactement. Ce dispositif, il a été créé dans la plaine du Var par des entreprises niçoises. Et c'est un dispositif qui est opérationnel et qui permet également, puisque c'est là où nous avions eu le droit à certains reproches de la part du gouvernement, qui est tout à fait en adéquation avec le dispositif de la CNIL. C'est-à-dire que nous étions vus reprocher le fait que les individus concernés pouvaient être identifiés facilement grâce au système de reconnaissance faciale. Or, l'avantage du dispositif qui a été créé à Nice, c'est qu'il permet de préserver l'anonymat de l'individu qui apparaît devant l'écran. Je m'explique. Tout simplement, lorsqu'un individu, fichier S ou d'un fichier police, passe devant l'écran de la caméra, il y a un carré rouge qui apparaît autour de l'individu. Le visage est flouté et un numéro d'identification, un simple numéro d'identification apparaît sur la caméra. Ce qui nous permet d'envoyer sur place directement des troupes de police municipale, de police nationale ou de gendarmerie, selon la zone dans laquelle on se trouve, pour procéder à une vérification, un contrôle. Vérifier que l'individu qui est sur place n'est pas là pour de mauvaises raisons, n'est pas armé. Et vous savez comment qu'un fichier S, il n'est pas forcément radicalisé. Il peut être écologiste, syndicaliste, enfin voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis un individu fichier S ou un autre fichier police, car il faut faire évoluer aussi ces fichiers. Aujourd'hui, on le voit bien, il y a une difficulté réelle là-dessus, et je crois qu'il faut vraiment faire évoluer ça. Et d'ailleurs, j'avais fait un amendement demandant la création d'un fichier unique pour pouvoir permettre de détecter les personnes qui sont potentiellement de terroristes en puissance. Maintenant, encore une fois, l'avantage de ce système, c'est que on n'est pas obligé d'interpeller la personne et de la mettre directement en garde à vue. L'avantage de ce système, c'est qu'il nous permet d'effectuer des contrôles qui sont ciblés sur des individus qui potentiellement, ce sont des individus qui font l'objet de fiches au niveau de la police. Déjà, on pourrait dire que le dispositif en tant que tel est discriminant, mais s'ils sont fichés, c'est qu'ils ont des raisons d'être fichés. Et donc, on intervient sur place simplement pour faire un contrôle, vérifier qu'ils ne sont pas là pour de mauvaises raisons. Et je crois que c'est tout l'intérêt de cette mesure de la reconnaissance faciale. Et d'ailleurs, Gérard Collomb m'a indiqué qu'il voulait encore faire plusieurs tests, plusieurs évaluations, notamment dans les aéroports, puisqu'aujourd'hui, il considère que le taux de réussite est de 70%. C'est la raison pour laquelle aussi je l'ai invité à se rendre à Nice pour voir le dispositif qui a été mis en place au CSU, puisque nous avions eu l'occasion de le voir avec Nicolas Sarkozy, et ce dispositif fonctionne extrêmement bien. Donc peut-être il faudrait se tourner vers le dispositif niçois pour pouvoir l'envisager à l'échelle nationale, comme c'est le cas dans d'autres pays européens. Il nous reste 40
40 secondes pour évoquer un dossier qui mériterait qu'on y passe plus de temps, mais dans votre circonscription, il y a des communes du haut et du moyen pays. Le problème des déserts médicaux et de la question agricole, ça vous occupe aussi beaucoup. Vous allez être vigilante à l'Assemblée sur ces dossiers-là? Oui, tout à fait. Et lors de mon premier mandat, comme lors de celui-ci, j'ai déjà déposé des amendements, des questions écrites sur ce sujet. C'est vrai que concernant la désertification médicale, on a un véritable problème aujourd'hui, notamment avec cette décision qui a été prise par le directeur des hôpitaux de la Vésubie de fermer 4 lits de médecine générale sans avoir consulté les partenaires. Alors j'ai eu l'occasion d'échanger avec le préfet sur ce sujet, ainsi qu'avec un certain nombre d'acteurs. Donc nous y sommes très vigilants et aujourd'hui nous essayons de trouver le recrutement pour avoir le nombre d'infirmières suffisantes pour pouvoir garantir la réouverture de ces lits dans la Vésubie.